Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, calmez-vous, madame, ça va bien se passer. C'est le titre, évidemment ironique, du livre que publie Marie-Cécile Naves chez Calman Lévy. Il examine la façon dont le féminisme est reçu entre vague MeToo et backlash persistant. Avec elle, on va regarder ce sujet du côté de l'école et de la jeunesse. Elle est en effet l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu, exposition et programme d'histoire. Ramsès II est à la Villette, les collégiens vont adorer. L'heure de la récré, toujours avec Emma, elle reviendra sur la décision de mettre fin aux trottinettes en libre service à Paris. Et enfin, on poussera comme chaque semaine les portes de la librairie de Célie pour un choix de livres pour les enfants et les adolescents. Une spéciale Marie-Aude Muraille. Aujourd'hui, on va se régaler. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Le féminisme, c'est un sujet et un combat dont les jeunes se sont fortement emparés depuis une dizaine d'années. Le livre de Marie-Cécile Naves ne parle pas seulement d'eux et d'ailleurs ne s'adresse pas spécifiquement à eux, mais c'est sous ce prisme que je l'ai lu et si elle en est d'accord que nous allons en parler. Le titre, calmez-vous madame, ça va bien se passer. L'éditeur Calman Lévy, Marie-Cécile Naves, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous ouvrez le livre sur cette affirmation. On vit depuis 10 ans un moment d'accélération de l'histoire et de médiatisation du féminisme. Quelle part la jeunesse y a-t-elle ? La jeunesse a une part énorme là-dedans parce que tout un tas de sujets sont décomplexés dans les jeunes générations engagées. C'est sûr qu'il ne faut pas faire de généralité chez les jeunes, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui résistent à ces évolutions en faveur des droits des femmes. Plusieurs enquêtes le montrent, mais enfin, dans les générations qui sont engagées, et notamment chez les très jeunes, les adolescents en particulier, eh bien, il y a une volonté d'aborder tous les sujets relatifs aux femmes, aux hommes, aux relations entre les femmes et les hommes, aux relations entre les femmes et entre les hommes aussi. Quitte à nous bousculer, nous, anciennes générations, qui avions, même si on est engagé sur ces sujets, encore soit des tabous, soit des angles morts dans nos réflexions. Lesquels, par exemple ? Autour de la sexualité, autour des règles, autour des relations filles-garçons dès le collège ou dès le lycée, sur les questions de genre de manière générale, les questions de trans, les questions d'identité de genre. Et là-dessus, on est vraiment bousculé par les jeunes. Et ça, c'est vraiment une dimension que les jeunes ont apportée dans le débat. Quand vous dites que certains résistent, on va essayer de ne pas caricaturer, de ne pas essentialiser, comme aiment dire les chercheurs, mais si on devait qualifier les clivages ? Il y a malheureusement beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, des chaînes YouTube ou sur Twitter, etc., qui sont guidés par des modèles économiques du clash et du buzz, ou les contenus masculinistes, c'est-à-dire antiféministes, apprendre à être un homme, un vrai, valorisation d'une virilité stéréotypée, eh bien, peuvent séduire un certain nombre de jeunes qui se sentiraient un peu mal à l'aise avec ces questions, d'où l'importance de l'éducation et de l'information. Et donc, quand on parle de la jeunesse en général, il faut être très prudent, il faut croiser peut-être dire les jeunesses. Avec d'autres paramètres. Le titre du livre, calmez-vous madame, ça va bien se passer, on va quand même l'attribuer à son auteur. Oui, c'est une référence au ministre de l'Intérieur qui s'adresse à Blin de Malherbe sur BFM. Voilà. Mais c'est aussi une phrase qu'on peut entendre, qu'on a entendue dans d'autres contextes. Moi-même, je l'ai entendue dans le cadre professionnel. Dans le cadre professionnel De la part de qui ? Parce que vous dites professionnel, elle était à l'Éducation nationale. Non, pas l'éducation nationale, dans un autre... C'était une sorte de scoop, genre c'est un ministre qui... L'idée du livre, elle est partie, vous le racontez, d'un tweet que j'avais vu d'ailleurs à l'époque, un tweet que vous faites il n'y a pas super longtemps pour critiquer la couverture médiatique du record du nombre de titres de Grand Chelem par Rafael Nadal. Je me souviens plus exactement, c'est vrai que tous les médias disent il a gagné, le record du nombre de titres du Grand Chelem a été battu. Or, des femmes ont gagné davantage de tournois que Rafael Nadal, pas tous les médias, certains médias. Je ne veux pas mettre tous les médias dans le même sac, mais c'est vrai que ça avait été décrit parfois comme un record absolu dans l'histoire du tennis. Nadal, sur le sommet du tennis mondial, alors que... Il suffisait de rajouter sur le sommet du tennis masculin mondial d'ailleurs. Voilà. À la limite, c'est tout ce que vous demandiez, pas beaucoup plus. Ouais. Exactement, alors que quand Serena Williams gagne, on dit Serena Williams seule sur le sommet du tennis mondial féminin. Donc il y a le côté neutre, le masculin neutre, et alors, universel, et puis les femmes à la marche. Entre guillemets, ce petit tweet, un peu comme ça, et là, la déferlante. Et là, oui, énormément de réactions. Ce qui m'a frappé, c'est que par rapport à il y a 10 ans, un tweet comme ça n'aurait pas récolté autant de réactions positives, notamment de jeunes.
que je ne connais pas, mais beaucoup de jeunes ont réagi positivement, et aussi beaucoup de réactions négatives avec très vite une familiarité qui s'installe avec moi, me tutoyant, essayant de me disqualifier à la fois dans ma connaissance des enjeux de genre et dans ma connaissance des sujets de sport. C'était intéressant à observer. Ouais, donc un petit côté calmez-vous madame, ça va bien se passer, quoi. Exactement. Alors on a dit la jeunesse, les jeunesses, j'ai dit le féminisme, est-ce que je devrais dire les féminismes ? Oui, c'est vrai que dans notre pays, d'une part, et dans le monde, d'autre part, il faut parler du féminisme au pluriel parce qu'il y a plusieurs courants, il y a plusieurs tendances qui parfois s'affrontent, qui parfois discutent de manière assez vive, mais qui très souvent se complètent et nous obligent à ouvrir le regard sur d'ailleurs d'une part ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais aussi sur différents types d'approches qui ont toujours existé dans l'histoire, y compris dans notre pays. Il ne faut pas croire que dans les années 70, par exemple, le féminisme était doux, était apaisé, et aujourd'hui serait violent. Non, il suffit de lire des témoignages de l'époque pour voir que... la radicalité existait déjà à l'époque. Absolument, et les débats autour de cette radicalité. La radicalité n'est pas la violence. La radicalité n'est pas la violence. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. C'est le titre du nouveau livre de Marie-Cécile Nave. Il vient de sortir, c'est chez Calman Lévy. On retrouve Marie-Cécile Nave juste après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui s'ouvre une exposition très attendue à la Villette consacrée au pharaon Ramsès II. L'Anti-Sèche était toute trouvée, d'autant plus que Ramsès II est au programme d'histoire au collège. C'est même une star des programmes. Oui, les star enfants, on en a déjà parlé de l'Égypte. Oui, bien sûr, c'est le pharaon le plus célèbre, né environ en 1300 avant Jésus-Christ, celui qui reste en tête même des années après, quand les souvenirs du collège sont déjà lointains. Et cette expo, franchement, je vais être familière, mais ça va envoyer du lourd. Parce qu'avant même l'ouverture, il y a déjà plus de 100 000 tickets qui ont été vendus. C'est dire à quel point l'Égypte passionne encore et toujours. Alors, il s'agit d'une expo internationale. Elle est présentée dans 10 villes au total. Elle est déjà passée par Houston et San Francisco aux États-Unis parce que l'expo est organisée par une société américaine en partenariat avec le ministère des Antiquités d'Égypte. Mais la cerise sur le gâteau, c'est bien à Paris et nulle part ailleurs qu'on va y avoir droit. Bah oui, parce que Paris, c'est la seule des 10 villes où l'on pourra admirer le tombeau, le sarcophage de Ramsès II. Il n'est pas sorti d'Égypte depuis 45 ans. Il est habituellement conservé au Musée national de la civilisation égyptienne du Caire. Et la dernière fois qu'il avait quitté, c'était également pour venir à Paris. C'est en 1976, lors d'une expo au Grand Palais sur Ramsès II aussi. Absolument, célèbre exposition pour l'époque, en tout cas, ceux qui étaient nés. Que va-t-on pouvoir découvrir dans cette exposition à la Villette ? Alors, 180 pièces originales y seront réunies. Certaines ne sont jamais sorties d'Égypte. J'ai pu consulter quelques images sur le site internet. C'est absolument sublime, c'est fascinant. C'est l'effet Égypte antique, quoi. Des statues, des bijoux, des objets du quotidien qui permettent de découvrir le règne de Ramsès II, à travers notamment ce qui était le cœur battant du royaume, la capitale Pi-Ramsès, que l'on a redécouverte à la fin du XXe siècle. Bref, la collection présentée est assez exceptionnelle à l'image de ce pharaon, le Louis XIV des pharaons, si on peut dire. Il a vécu 91 ans, il a régné 66, ce qui est tout à fait inédit, parce qu'en comparaison, un autre pharaon très connu, Toutankhamon, a vécu 20 ans, ce qui était en fait assez courant à cet âge-là, à cette époque-là. Et oui, bien sûr. Dans les propositions de cette expo, de la réalité virtuelle est jouée. L'effet waouh jusqu'au bout qui permet de rendre l'expérience du lourd qui permet de rendre l'expérience encore plus ludique, notamment si vous voulez visiter l'expo en famille. Les visiteurs pourront se plonger au cœur du temple d'Abou Simbel que Ramsès II avait fait construire vers 1260 avant Jésus-Christ, avec ses statues de 20 mètres de hauteur le représentant au niveau de l'entrée. On pourra également visiter le tombeau de Néfertari, reine d'Égypte, femme principale de Ramsès II, qui a eu d'ailleurs au total 8 épouses et un nombre d'enfants absolument impressionnant. Je m'en souviens qu'en 6e, ça m'avait marqué. Environ 50 fils et 53 filles. Voilà. Je ne commenterai pas. À part la réalité virtuelle, on peut vraiment faire l'expo en famille, il y en a pour tous les âges ? Ouais. Et puis surtout, il y a énormément de choses prévues pour les enfants en marge de l'expo. En fait, la Villette propose de nombreux ateliers pour découvrir les secrets de l'Égypte ancienne. C'est dès 5 ans. On va pouvoir écouter des contes pour comprendre la mythologie. On va pouvoir jardiner, façonner sa propre statuette porte-bonheur à la mémoire du dieu Osiris, réaliser des photos en mode profil égyptien, fabriquer des silhouettes de sphinx et même construire sa pyramide ou se déguiser en pharaon. Donc allez voir sur le site de la Villette pour réserver votre atelier. Il y a plein de séances tous les week-ends avec plein de créneaux dispo. Génial, merci beaucoup. Le tarif peut-être, Emma, avant ? Alors 24 € pour les adultes, 20 € pour les enfants. C'est un petit investissement, mais on s'en souviendra toute sa vie. Et ça dure jusqu'au 6 septembre. Et après ? Après, ça s'envolera pour Disney. Pour Disney. Pour Disney ou Sydney, en Australie, c'est peut-être mieux. Ce sera Sydney. Voilà. Emma, merci beaucoup. On se retrouve pour la récré ? Absolument. Grand oral, Marie-Cécile Nave.
Il y a 2 raisons pour lesquelles les gens se méfient du mot féminisme. La première, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est. La seconde, c'est qu'ils savent ce que ça veut dire. Cette citation est en forme de boutade, évidemment, de la grande féministe américaine Gloria Steinem. Elle est en exergue du livre de Marie-Cécile Nave, Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. À quoi ça ressemblerait, on va parler éducation encore plus, Marie-Cécile, à quoi ça ressemblerait une éducation non genrée? Parce qu'actuellement, et vous en donnez des exemples dans le livre, on conditionne quand même énormément. Oui, j'allais dire plus que de raison. Oui, malgré quand même d'énormes progrès depuis une dizaine d'années, il faut le dire. Une éducation non genrée, c'est déjà une éducation qui est consciente qu'il y a un problème, qui est consciente des enjeux de genre. Et être conscient des enjeux de genre, c'est pas être genré, c'est au contraire vouloir dégenrer les choses. Ça veut dire, par exemple, qu'on considère que les attitudes telles qu'elles sont vont très bien, que les programmes scolaires qui ne font aucune place aux autrices, aux peintres, aux peintresses, aux sculptrices, etc., eh bien, ne posent pas de problème. Alors si, il y a quand même un problème dans les contenus de programmes scolaires, dans les attitudes parfois que les personnels éducatifs, mais aussi les familles peuvent avoir vis-à-vis des élèves, filles ou garçons. Il faut compter aussi sur les familles et sur toutes les sphères de socialisation des jeunes. On mise beaucoup sur l'école. On dit l'école doit tout faire, mais en fait, l'école n'est pas la seule à socialiser les enfants. Dans les programmes, les autrices notamment sont largement sous-représentées. On en avait parlé dès la rentrée avec ce livre, La revanche des autrices, qui était sorti au moment de la rentrée. On en a aussi parlé avec Hélène Dorion il n'y a pas longtemps, cette autrice québécoise, poétesse, dont les textes ont été inscrits au programme du bac français. Mais les enseignants et les enseignantes, ils n'ont pas la possibilité d'en glisser un petit peu. On est tellement pris dans le carcan des programmes. Si, bien sûr, ils le font. Voilà. Bien sûr, ils le font, d'autant qu'ils sont quand même mieux formés que par le passé, même si on doit pouvoir faire mieux en termes de formation continue. On le sait bien. Et puis ensuite, dès qu'on lâche un peu la garde, dès qu'on baisse un peu la garde, eh bien, les stéréotypes reviennent très fort par la fenêtre. Par exemple, quand on ne prend pas en compte les enjeux de genre dans une nouvelle politique publique, eh bien, ça pénalise les filles. Exemple, la réforme du lycée, la dernière réforme du lycée, qui a mis parce qu'on manque de profs de maths, qui a supprimé les maths du tronc commun dès la classe de première, je crois, eh bien, ça a découragé les filles de suivre la spécialité, et donc il a fallu faire marche arrière. Ça, la Direction générale de l'enseignement scolaire l'a très bien compris, a fait vite machine arrière pour rattraper les filles, et après on se dit, il n'y a pas de filles ingénieures, il n'y a pas de filles dans le numérique. Et pour cause. Et pour cause. On aurait aussi pu lire les études de Marion Monnet, économiste, chercheuse à l'IREDU, qu'on avait accueillie ici même, et qui disait que ça fait belle lurette qu'on sait qu'elles vont moins vers les mathématiques. Donc si en plus on rend tout ça plus compliqué ou plus dissuasif, ça risque pas de fonctionner. À l'école, toujours, les filles, et ça vous le rappelez dans votre livre, elles sont en première ligne face aux violences sur les réseaux, face au harcèlement. Oui, le cyberharcèlement, d'une manière générale, touche plus les femmes, et d'ailleurs plus les femmes des minorités, mais ça c'est peut-être encore un autre sujet. Et ça commence très jeune, ça commence dès le collège, voire avant, quand on a un portable en main, ce qui est aussi une question. Et effectivement, elles sont parmi les premières victimes parce que c'est très très sexualisé, le cyberharcèlement. C'est très très axé sur le physique et sur la sexualité, sur les relations filles-garçons, etc. Et donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Mais encore une fois, le ministère semble avoir pris la mesure du phénomène. D'accord, un vrai problème. Et je m'y arrête juste 3 secondes. Et c'est grave parce que ce que vous rappelez, c'est qu'il y a un continuum entre le petit harcèlement, enfin il n'y a pas de petit harcèlement, mais ces premiers actes qui peuvent se passer sur les réseaux et qui, j'allais dire, si ça en restait là, voilà, mais en fait il y a un continuum entre ces premiers actes et des violences excessivement graves qui peuvent arriver par la suite. Oui, vous faites bien. Il faut arrêter dès le début, quoi. Vous faites bien de le rappeler, les violences sexistes et sexuelles s'inscrivent dans un continuum qui commence à la petite violence symbolique, petite entre guillemets. Et voilà, on met vraiment des guillemets, mais c'est pour bien dire les choses. Voilà, peut aller jusqu'au crime. Et c'est vrai que si on tolère une violence considérée comme pas grave, après ça veut dire qu'on peut tolérer d'autres choses. Et finalement, petit à petit, on arrive à des choses absolument terrifiantes. Et je le rappelle parce que vous le rappelez vous-même dans le bouquin. Vous faites également un sort au débat sur le point médian. Là, je vais parler d'écriture, puisque à l'école, on apprend l'orthographe. L'écriture inclusive. Alors, vous avez un exemple assez drôle, notamment tous les formulaires administratifs dans lesquels, depuis belle lurette, on met des parenthèses, né-le, né, N-E, entre parenthèses, E, en disant, bon, au fond,
c'est aussi idiot ou arbitraire que le point médian. Enfin, idiot. C'est une convention, quoi. Oui, je me réfère ici au travail notamment de la linguiste historienne Eliane Viennot, qui a très très bien décrit ça dans ses livres, et effectivement qui rappelle cet enjeu, cet exemple-là, et aussi pour dire que l'écriture inclusive ou le langage égalitaire ne se résume pas au point médian. Le point médian, ça fait partie des choses qui effectivement peuvent parfois gêner la lecture s'il y en a trop dans un texte, mais il y a plein d'autres manières de démasculiniser la langue pour rompre avec l'idée d'une neutralité qui n'existe pas en français, et se rappeler que en fait les noms de métiers ou les noms de postes ou de fonctions féminisées ont existé dans l'histoire, mais qu'elles ont été supprimées par les autorités et par l'Académie française pour des raisons politiques, au XVIIe siècle, dès le XVIIe siècle, c'est ça. pour invisibiliser les femmes. Marie-Cécile Nave, docteur en sciences politiques et directrice de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Elle est l'invitée du Grand Oral pour ce nouveau livre qu'elle publie. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Réception du féminisme, c'est chez Calman Lévy. On prend une petite récré, si vous voulez bien, et on se retrouve juste après. La récré qui est un grand endroit d'oppression pour les filles. On avait accueilli Edith Maruet-Jouls il n'y a pas longtemps d'ailleurs, ça croise totalement votre sujet. Pas le droit de passer par le terrain. Ouais, par le terrain de foot. On ne parle pas de ça aujourd'hui, on parle des trottinettes en libre service dans les rues de la capitale. C'est bientôt... Alors, on va être précis, hein. Les trottinettes, ça continue, c'est pas interdit. C'est les trottinettes en libre service qui vont être interdites. Mais oui, puisque les Parisiens sont allés voter ce week-end, et la question c'était pour ou contre donc les trottinettes en libre service. Et le contre l'a emporté à près de 90%. Un peu plus de 100 000 personnes se sont mobilisées donc, pour cette consultation citoyenne, alors qu'ils étaient plus d'1 million à être inscrits sur les listes électorales. On va en voir quand même quelques-unes dans les rues de Paris dans les semaines qui viennent. Alors oui, parce que l'interdiction, ça sera à partir de septembre prochain. C'est là qu'il y en aura plus en libre service. Alors Anne Hidalgo a salué une victoire de la démocratie locale, la maire de Paris étant pour interdire l'accès à ce moyen de transport jugé pas si écologique que ça, et surtout très dangereux. Pourtant, lors de leur mise en libre service, il y a eu un réel engouement pour les trottinettes, c'était pratique, c'était sympa. Pour les jeunes, ça rappelait un peu l'enfance, mais en réalité, lorsqu'on regarde les chiffres... Moi, dans mon enfance, c'était pas électrique, il fallait... Voilà, moi aussi, j'adorais la trottinette. On se faisait mal au dos, vraiment, c'est pas grave. Et en réalité, lorsqu'on regarde les chiffres, il y a de quoi quand même s'inquiéter, parce que le bilan ne cesse d'augmenter. En 3 ans à Paris, en 2022, il y a eu 3 morts et 459 blessés par des trottinettes électriques et autres engins motorisés individuels. Et 9 fois sur 10, les personnes ne portaient pas de casque. Et c'est vrai que c'est rare de voir des personnes qui font de la trottinette et qui ont un casque. Vous le mettez. Moi, je ne fais pas de trottinette. D'accord, mais si vous en saviez, vous le mettriez. J'ai eu très peur une fois, non mais justement, une fois sans casque. J'ai eu la peur de ma vie, plus jamais je ferai de trottinette. Et les jeunes victimes particulièrement de ces accidents, puisqu'ils sont de gros usagers de la trottinette en libre service. On considère que près d'un quart des ados parisiens ont déjà utilisé au moins une fois une trottinette électrique en libre service. Il s'agit plutôt de lycéens. Et si l'âge légal d'utilisation est passé de 12 à 14 ans, les 3 opérateurs de trottinettes parisiens ont tout simplement interdit l'usage des trottinettes pour les mineurs depuis novembre 2022, ce qui était déjà un coup dur pour les opérateurs, parce que les jeunes représentaient parfois la moitié de leur part de marché. Merci. Plus de récré en trottinette en libre service l'année prochaine. Plus de récré. Et on met le casque, quoi qu'il arrive. Vélo, trottinette. Emma, merci. Merci. Marie-Cécile Nave, Grand Oral. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. C'est donc le titre du dernier essai de Marie-Cécile Nave, paru chez Calman Lévy. Elle est l'invitée du Grand Oral. Vous suggérez un certain nombre de pistes pour que les choses aillent mieux. Parmi celles que vous suggérez, il y a une meilleure reconnaissance de la recherche, et notamment de la recherche en sciences humaines et sociales. Vous dites qu'il il y a des tas de travaux aujourd'hui et on n'en tient pas compte. Oui, un des derniers exemples en date, c'est la crise de la Covid, où on avait déjà beaucoup documenté les crises précédentes, Zika, Ebola, etc., sur le mal que ça fait aux filles et aux femmes dans le monde, le mal que ça fait aussi aux garçons et aux hommes dans le monde, il ne faut pas les oublier, mais il y a quand même un biais de genre, notamment sur l'accès à l'école. On en avait parlé dans une précédente interview entre nous, où les grandes crises mondiales ont un effet très direct, par exemple sur la déscolarisation. On s'est rendu compte aussi, et on a par exemple beaucoup applaudi les professions dites du care pendant la crise, mais finalement, qu'est-ce qu'on en a retiré après? Et on sait très bien que ce sont les femmes qui sont dans ces professions-là, et ça c'est en particulier documenté par la recherche.
recherche. Donc c'est dommage qu'on ne se serve pas plus de la recherche en études de genre pour nourrir les politiques publiques. Et pour éviter de dire des bêtises, parce que alors vous citez dans le livre, c'en est drôle, des débats au cours desquels les opposants au féminisme nient des données ou des chiffres établis dans une espèce d'obscurantisme benoît. Tranquille, quoi. Oui, ça c'est je pense que non. C'est notre quotidien, ça, dans les conférences que l'on peut faire, où on apporte des chiffres, soit issus de la recherche, soit des grandes organisations internationales comme l'ONU, par exemple, qui a documenté un certain nombre de phénomènes. Et il y a très souvent un homme dans la salle pour prendre la parole et pour nous dire « Ouais, c'est très intéressant, mais je ne crois pas que ce soit vrai. » Je ne crois pas. Je vous ai écouté. Vous le dites, pourtant, le féminisme est mainstream, c'est-à-dire il est tendance en ce moment. Ça ne suffit pas. On parlait des jeunes tout à l'heure. Ouais. C'est vrai qu'il y a énormément de contenus culturels et de médiums qui se sont développés, qui parlent de ces sujets ou qui se les approprient pour leur donner une dimension plus grand public. Je pense aux podcasts, je pense aux séries, aux BD et à certains posts aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des communautés sur Instagram, par exemple, dominées par des très jeunes féministes. Et ce sont aussi des individus qui font pression sur le marketing, sur la publicité, sur le type de produits qui sont proposés pour détabouiser certaines choses. On parlait tout à l'heure des règles, par exemple, l'engouement pour tout un tas de nouvelles protections périodiques, peut-être de parler de ce sujet-là. Mais non, on en a beaucoup parlé ici. Et ça, c'est poussé par les jeunes qui veulent aussi d'autres types de lingerie plus confortables, etc., etc. Donc il y a le marketing est dégenré et fournit des produits qui sont plus agréables au quotidien, plus confortables au quotidien pour les femmes. Et meilleur pour la planète, parce qu'on avait avec Hélène Singier qui a fait un très bon bouquin sur réduire son empreinte plastique et qui disait que les serviettes, c'est bourré de plastique en fait. Donc il vaut mieux prendre... C'est pas écolo. Avec néanmoins ce risque de la récupération, il y a le greenwashing qui est bien connu, qui est quand une entreprise veut se donner pour plus verte qu'elle n'est en vrai. Vous parlez du pinkwashing. Alors c'est un peu genré, je trouve, le pinkwashing, parce que pourquoi le rose? Mais enfin bon, bref. Oui, c'est un peu humoristique le pinkwashing. Moi, je préfère parler de féminisme washing. Féminisme washing. En référence au livre de la journaliste Léa Lejeune, par exemple, qui a travaillé là-dessus en économie. Oui, ça veut dire que le féminisme a une influence quand même importante, puisqu'il peut être récupéré à des fins mercantiles, floquer un t-shirt avec un slogan féministe, mettre une phrase féministe dans une démarche marketing, etc. Mais si après les conditions de production ne continuent d'exploiter les femmes ou les enfants pour la fabrication, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Donc il faut bien s'informer quand même. Quelle est la place des hommes dans ce mouvement féministe ? Elle est un peu timide, je trouve, mais il y a quand même pas mal de choses qui bougent. On aurait aimé peut-être une prise de parole un peu plus forte des hommes après MeToo. Certains l'ont fait, un certain nombre l'ont fait, ont soutenu ce mouvement-là. Mais d'une manière générale, il y a quand même une timidité qu'il faudrait peut-être un peu briser. Alors encore une fois, il ne faut pas parler de manière globale et ne surtout pas opposer les hommes aux femmes. Il ne faut surtout pas parler de guerre des sexes. On n'est pas du tout là-dedans. C'est plutôt le patriarcat qui finalement nuit à tout le monde et les stéréotypes de genre. En tant qu'ordre social et politique, c'est ça ? Voilà, en tant qu'ordre social et politique. Et finalement, les hommes, dès le plus jeune âge, ont tout à gagner à ce que le combat contre les stéréotypes de genre se diffuse et prenne de l'ampleur, parce qu'eux aussi en sont victimes. On parle de backlash, de retour de bâton, c'est-à-dire que après MeToo, qui est un moment de forte affirmation d'un certain nombre de revendications féministes, il y aurait eu une plus forte visibilité de mouvements masculinistes, virilistes, etc. Mais vous le rappelez d'ailleurs, le terme, il a été imposé dans le débat public par Suzanne Faloudi, c'était en 1994, backlash. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui un backlash particulier, ou est-ce que c'est pas tout le temps un peu le backlash et tout le temps une tension, avec de temps en temps des pics comme MeToo et post-MeToo, etc. Mais au fond, c'est quand même sans arrêt cette tension. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Ce sont des affrontements assez vifs qui existent depuis chaque nouvelle vague féministe. Il y a toujours effectivement un affrontement un peu plus dur à ce moment-là, mais c'est une tendance de fond. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est davantage visible parce qu'il y a de nouveaux canaux de diffusion et d'expression qui réagissent les uns par rapport aux autres. Et que les femmes réagissent. Et que les femmes réagissent de manière aussi. Peut-être encore plus visible et systématique, et les jeunes qu'avant. Oui, et ce n'est pas spécifique aux pays occidentaux. C'est dans le monde entier, on voit ce type d'affrontement. Par exemple, on le voit en Afghanistan, on le voit en Iran, on l'a vu aussi suite au Irak, le carré féministe dans le Irak algérien, il y a une répression très forte contre les femmes, en Somalie, au Liban, etc. etc. Donc c'est un mouvement mondial qui est
est intéressant à observer parce que les influences circulent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, que ce soit du côté des féministes ou du côté des antiféministes. Et ça, c'est vraiment l'effet notamment des réseaux sociaux qui ont permis cette diffusion extrêmement massive. Pas beaucoup d'autrices dans les programmes, mais beaucoup d'autrices sur les rayons de la librairie de Célie et dans les rayons des bibliothèques des enfants, notamment Marie-Aude Muraille, dont on va parler dans quelques instants. Grande autrice, vous restez avec nous. Marie-Cécile, Emma, vous allez céder votre place à Célie. Non sans qu'on vous ait chaleureusement remercié. Merci à vous. La librairie Célie Lutan. Et comme tous les vendredis, on a le plaisir de retrouver Célie, notre chroniqueuse et libraire dans la rue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit l'adresse de la librairie d'ailleurs. La librairie des enfants. À Paris, dans le 17e arrondissement. Un spécial Marie-Aude Muraille, Et oui. une de vos stars. Ah oui, là c'est Chronique du cœur, un nouveau Marie-Aude Muraille le 12 avril, donc 3 coups de cœur signés Marie-Aude Muraille, une autrice qui est quand même connue de tous les libraires, appréciée, adorée des professeurs, des bibliothécaires et des enfants surtout. Alors choisir 3 bouquins dans C'était dur. Hein, c'est dur, vous avez beaucoup souffert. Ouais, j'ai c'est choisi les 3 que je n'ai pas pu quitter. D'accord. Vraiment. Alors le premier, c'est le Hollandais, Sans peine. Il date de 1989, longévité absolument extraordinaire, 40 ans. Il plaît toujours, il n'a pas pris une ride ce roman, un roman première lecture pour les petits. C'est l'histoire de Jean-Charles, son papa veut qu'il réussisse à l'école et apprendre les langues, c'est essentiel. Il l'envoie en Allemagne. Alors Jean-Charles, déjà, les devoirs d'école, bof, mais il va faire la rencontre d'un ami, Niklaus. Je n'en dis pas plus. C'est un petit roman. Ça se dévore et je conseille de le raconter à haute voix. À partir du C20 Oui. Deuxième roman, c'est un polar, Le tueur à la cravate. Ah oui, alors celui-ci... Dans la collection Medium. Oui, un vrai page-turner, on ne le lâche pas. L'histoire d'une jeune fille, Ruth, qui a été élevée par son papa avec sa petite sœur Bethsabée. Et un jour, avec son amie, elle s'ennuie, elle décide de regarder, de fouiller dans les affaires de papa. Et elle tombe sur une photo de classe de lycée de son père et de sa mère. Elle la poste sur Internet. Une réaction en chaîne. Sur un site genre, on ne pourra pas citer le nom, mais où on recherche des gens. Voilà, on retrouve des vieux amis perdus sur des sites. Et là, une réaction s'enchaîne, beaucoup de commentaires. Une jeune fille aurait été tuée, la tante de Rose. Mystère. Alors évidemment, je vous le donne dans le mille, un tueur à la cravate. C'est tout. Et il y a une lettre, c'est ça, hein? Exactement. C'est écrit, cher monsieur Cassel, je me suis reconnu dans la photo, j'étais votre professeur de philosophie, peut-être mon nom vous a-t-il échappé. Depuis que je suis à la retraite, je m'occupe de l'association des anciens de lycée de Guest de Balzac. Nous organisons parfois des retrouvailles et le site perdu de vue nous est d'un grand secours, etc. Exactement. Etc. Oui. Et là, tout commence. Oui, puisque justement, notre jeune fille va devoir mener l'enquête. Pourquoi ? Parce que l'homme qu'elle aime le plus au monde, celui qui l'a élevée, est le principal suspect. Tadam. On ne spoile pas non plus. Ah non, faut jamais. Et vous le disiez, un nouveau Marie-Aude Muraille, c'est ça l'événement. Et alors c'est l'événement pour ceux qui suivent la série Sauveur et Fils, 6 saisons. Exactement. La 7e. La 7e, peut-être la dernière, je crois. Mais c'est bijou. Vous nous replantez le décor. Pourquoi il y a toujours un hamster en couverture? Ça, c'était la première saison. Ah bah ça, faut le lire. D'accord. Ah ça, je dis pas. Ah bah d'accord. Voilà. Sauveur et Fils. Alors, Sauveur est un psychologue. C'est lui a inventé la chronique qui ne spoil pas. Donc par moment, elle nous dit non, ça je vous le dis pas, faut le lire. Non, ça faut lire. Au bout d'un moment, c'est bon. Il faut faire les choses. Voilà. Alors, Sauveur est un psychologue, un grand gaillard d'1m90 qui est donc d'origine antillaise. Il habite 12 rue des Murlins à Orléans. Côté cour, vous avez son cabinet avec tous ses patients, une galerie de portraits foisonnante. Et côté jardin, il élève seul son fils Lazare. Et il est psychologue, mais il est peut-être plus psychologue avec les autres qu'avec son fils, c'est ça? C'est un homme. C'est un homme comme tous les êtres humains. Non, mais c'est un humain. Non, mais j'ai envie de dire, non, pardon, c'est un papa, c'est un un on a des failles. Et justement, au fur et à mesure des saisons, notre cher Sauveur, il va peut-être refaire sa vie. C'est un roman tellement riche qu'on va passer directement à la saison 7. Plein de choses se sont passées. Petite nouvelle est née dans la famille. Mais surtout, ah bah oui. Il y a Marie-Aude Muraille et Constance Robert Muraille. Ah oui, là c'est un roman, alors on va pas dire à quatre mains parce que je le sais, elles ne sont pas ambidextres toutes les deux, mais Constance Robert Muraille, c'est la fille de Marie-Aude Muraille et elles se sont mis en tête de faire équipe pour ce bijou. Et on retrouve tous les personnages. Et tous. Génial. Ah, on adore. Vous lisez Marie-Aude Muraille, tout ça se passe à l'école des loisirs. À partir du 12 avril. À partir du 12 avril. C'est une date
Célie, merci beaucoup. Marie-Cécile, merci beaucoup. Un tout petit mot pour dire qu'il n'y a pas que l'éducation nationale, mais l'éducation populaire peut faire beaucoup aussi. Pour en savoir plus, on lit le livre Calmez-vous, Madame, ça va bien se passer, réception du féminisme. C'est chez Kalman Levy. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission au maquillage Taï Sayad, à la préparation de l'émission Marine Plantec, assistée par Dylan Colère, en régie au son Thibaut Goury-Lafont, Angèle Jean-Girard pour la réalisation. Vous restez, vous, sur School TV et vous nous retrouvez, nous, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.